Outre l'urbanisation et la création des classes sociales, la révolution industrielle va avoir d'autres impacts sociaux. C'est ce qu'on va voir dans la capsule d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut se rappeler que les ouvriers, lors de la révolution industrielle, ont des conditions de travail qui sont très, très difficiles, en particulier dans les mines. Souvent, ce sont des enfants qui travaillent dans des endroits exigus, des travaux physiques très difficiles, l'air irrespirable, danger d'explosion ou d'effondrement à tout moment. Les enfants travaillent également dans les manufactures pour des salaires qui sont minables dans des conditions dangereuses. Ça les empêche également d'aller à l'école et d'améliorer peut-être leur sort un peu plus tard. Même, il en va de même pour les adultes qui travaillent dans des conditions très très difficiles. Ici, une image d'une fonderie où on voit un ouvrier frapper sur du métal en fusion avec un marteau et ce sans équipement de protection. Donc, extrêmement dangereux. En fait, si on résume un peu tout ça, les conditions sont difficiles parce que les salaires sont extrêmement bas et sont insuffisants pour faire vivre une famille. Le taux de chômage est également extrêmement élevé à cette époque-là. En effet, il y a des milliers de personnes qui quittent la campagne pour s'installer en ville et ça fait que tout le monde veut des emplois. Il y en a beaucoup quand même, mais il suffit de dire quelque chose contre la manufacture ou contre le propriétaire pour se faire mettre à la porte. Donc, le chômage très élevé, misère un peu partout. Euh, la main-d'œuvre qui travaille dans les manufactures est souvent exploitée et soumise à des mauvais traitements. Il n'est pas rare que les contremaîtres vont battre leurs ouvriers. Donc, par rapport à tout ça, c'est quoi les solutions des ouvriers? Bien sûr, faire la grève. Donc, descendre dans les rues pour réclamer de meilleures conditions de travail. Le problème, c'est que les grèves sont interdites. Pourquoi? Parce que les gouvernements à l'époque considèrent que faire la grève, ben, ça brime la liberté des entrepreneurs à faire du profit. Donc, quand les employés descendent dans la rue pour réclamer des meilleures conditions de travail, ben, le propriétaire ne peut plus vendre ses produits, fait qu'il va perdre de l'argent. Donc, il ne pourra peut-être pas s'acheter davantage de vêtements ou davantage de biens. Donc, les gouvernements trouvent que c'est les entrepreneurs qui font pitié. Est-ce que c'est les ouvriers? Est-ce que les ouvriers vont se laisser abattre? Bien sûr que non. Les ouvriers vont s'associer au sein d'organisations qu'on appelle des syndicats. Tout d'abord, les syndicats seront illégaux. Mais graduellement, les gouvernements vont comprendre que c'est peut-être pas une bonne chose que de laisser les ouvriers mourir dans les usines ou se blesser ou être en danger. Donc, on va les autoriser. Qu'est-ce que ces syndicats-là veulent? Trois choses principalement. Le droit de faire la grève, le droit à des meilleures heures de travail, donc une réduction des heures de travail. On se souvient qu'ils travaillent souvent entre 14 et 16 heures par jour. Et bien sûr également de meilleurs salaires. Et tout ça va finir par marcher, et non sans difficulté. Mais en Grande-Bretagne, on va commencer par mettre en place des lois qui vont interdire le travail des enfants. Tout d'abord jusqu'à l'âge de 8 ans, puis jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais quand on y pense, c'est encore très très jeune. Donc les enfants de 10 ans et plus peuvent travailler, donc ne pas aller à l'école et les empêchant d'améliorer leur sort. En 1824-25, il y a différentes lois qui vont être mises en place pour autoriser les syndicats. C'est vraiment à partir de ce moment-là que les conditions vont vraiment s'améliorer. Exemple, en 1831, il va y avoir une réduction des heures de travail pour les enfants de moins de 18 ans. Donc, entre 48 et 80 heures par semaine maximum. Mais 80 heures par semaine, c'est énorme quand même. Et tout ça va continuer à évoluer jusqu'à l'instauration d'une loi, entre autres en 1910, sur l'instauration du salaire minimum. Donc, une série de mesures qui vont se mettre en place pour favoriser le sort des travailleurs. Donc, par rapport à tout ça, il va y avoir deux visions du monde qui vont s'opposer. Il va y avoir le socialisme, avec les ouvriers et les travailleurs, et de l'autre côté, le libéralisme économique, pour les grands propriétaires d'entreprises. Les partisans du socialisme, en fait, c'est des gens qui veulent établir un mouvement politique qui va mêler les syndicats, les ouvriers et même des membres de la petite bourgeoisie pour réclamer une meilleure répartition des richesses, pour que tout le monde ait accès à des soins de santé, pour que tout le monde ait accès à de l'éducation gratuite, pour que tout le monde ait de bonnes conditions de travail. Donc, le socialisme va se mettre en place à la suite de la révolution industrielle. Il y a toutefois certains extrémistes qui veulent faire une révolution, donc s'approprier de toutes les richesses et les redistribuer également, ce qu'on appelle le communisme.
De l'autre côté, les partisans du libéralisme économique, ça regroupe les plus riches entrepreneurs. Eux, ils veulent avoir une liberté complète dans l'entreprise. Ils peuvent pouvoir exploiter leurs employés. Ils veulent fixer les prix, fixer les salaires, les conditions de travail. Ça les regarde. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En fait, ils exigent que le gouvernement les laisse faire, ce qu'on appelle le laisser-faire économique. Ces deux courants-là, qu'on appelle typiquement la gauche pour le socialisme et la droite pour le libéralisme, bien, ça existe encore aujourd'hui. C'est encore une bataille qui est de nos jours, donc entre les gens qui veulent davantage de justice sociale et ceux qui veulent davantage de liberté économique.